basé sur la mobilisation des ressources fiscales à travers le programme Yatal. Associer la Direction générale des impôts et des domaines à une telle rencontre dans le but relève de votre volonté manifeste de l'État de développement au Sénégal. Et nous témoignons par conséquent notre engagement à nouer avec vous un partenariat fécond pour relever les défis de l'émergence préconisés par notre référentiel de politique qui est le plan Sénégal émergent qui découle de la vision éclairée de M. Macky Sall, chef de l'État du Sénégal. Ce challenge passe nécessairement par une mobilisation rationnelle de ressources fiscales pour un financement endogène du développement. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, professeur, la Direction générale des impôts et des domaines a noué avec la faculté des sciences juridiques un partenariat depuis maintenant un peu plus de 10 ans qui aboutit à un master dont certains aujourd'hui se retrouvent dans le terrain fiscal et professionnel. Ce qui a guidé cela, c'est aussi de permettre à l'administration fiscale de confronter ses idées et ses pratiques à la recherche. Et c'est pourquoi nous vous remercions de bien vouloir nous associer à cette rencontre qui, à coup sûr, permettra d'avoir quand même des idées un peu plus importantes et de mettre en œuvre et surtout de confronter notre pratique, le plan Yatal, surtout aux idées et aux recherches effectuées par les éminents experts qui sont là présents. Et ça, c'est une tradition à la DGID. Moi-même, en tant que coordonnateur, j'avais conduit des négociations pour avoir un partenariat avec l'Université de Columbia à New York. Nous sommes actuellement en partenariat avec l'École d'économie de Paris et avec d'autres instituts de recherche, et tout ça dans le but d'améliorer significativement ce que nous faisons et pour le bien des Sénégalais. Mesdames et messieurs, programme Yatal, pourquoi? Je suis à la DGID depuis 3 ans et 3 mois. Nous mis dans mon discours 1180 de fixer un cap, de dire en 2035 il nous faut de l'émergence. En 2035 il nous faut de l'émergence et ça passe par différentes étapes. Je crois que le PAP 1 a été surtout consacré au rattrapage infrastructurel. La croissance économique, comme j'ai l'habitude de le dire, n'est qu'un gain de temps qu'on a utilisé pour créer de la valeur. Et pour gagner du temps, on ne peut pas ne pas créer la connectivité. Donc la connectivité passe par les infrastructures physiques, les routes, les autoroutes, les rails, mais aussi par la connexion, la 4G, etc., pour permettre d'échanger. Mais tout ça permet de gagner du temps. En gagnant du temps, sinon on utilise le temps pour créer de la valeur, on a une croissance économique qui se développe. Et c'est cette croissance qui détermine la trajectoire pour atteindre l'émergence. Qui est décliné dans le PAP 1, dans le programme d'action prioritaire 2, qui vise à dire, ok, on continue le rattrapage infrastructurel, mais on amène aussi le secteur privé à travailler. Et tout ça coûte de l'argent. Pour faire ce rattrapage infrastructurel, pour viser l'émergence, il nous faut de l'argent. Il n'y a pas 4 sources. C'est la mobilisation des ressources intérieures et la dette. La mobilisation des ressources intérieures, il y a 2 mamelles principalement. C'est l'administration fiscale et l'administration des douanes. M. Niang a parlé tout de suite de transition fiscale. On va vers une transition fiscale. Effectivement, si on émerge, ça veut dire qu'on crée plus de valeur dans notre pays. Et si on crée plus de valeur dans notre pays, on importe moins. Par conséquent, on doit pouvoir collecter plus de ressources à l'intérieur qu'au niveau de la porte. Ça signifie qu'on est en train de progresser. La transition fiscale également découle du fait qu'il y a des économies qui sont en train de se regrouper. Tout le monde a entendu parler de la ZLECTA. On est dans la zone UEMOA, où il y a une fiscalité harmonisée et il n'y a pas de droit de douane pour les échanges intracommunautaires. Nous sommes membres de la CEDEAO. Nous avons des partenariats avec l'Union européenne et ainsi de suite. Ça signifie que les droits tirés de la porte au niveau du cordon douanier vont aller décrescendo pendant que les taxes intérieures collectées à l'intérieur vont aller crescendo. C'est ça la transition fiscale. Et si on est dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc la mobilisation intérieure constitue aujourd'hui, des ressources intérieures constituent le défi le plus important que nous devons relever. En arrivant en 2019 à la DGID, j'ai raisonné comme un commerçant. C'est quoi mon fonds de commerce? Quelle est ma clientèle qui paye l'impôt au Sénégal? Et j'avais trouvé le nombre de contribuables qu'on gérait tourner autour de 85 000.
1300 agents des impôts et des domaines géraient 85 000 contribuables. Donc 25 000 qui étaient de véritables cotisants. Et dont 6 000 contribuaient pour plus de 80%. Donc un système assez fragile où c'est porté par une minorité alors que tout le reste de la population profitait des infrastructures, profitait de tous les financements publics sans pour autant participer à la cotisation. Et de ces 85 000, si on rajoute les salariés du secteur privé et du secteur public qui payent l'impôt par le biais de la retenue à la source, on tournait autour de 500 à 600 000, qui est à peu près 8% de la population active du Sénégal, qui tourne à un peu plus de 6 millions de personnes, sur aussi 17 millions de Sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous avons développé le concept de NAT en disant que tout le monde fait du TEGI. Parce que si on prend l'autoroute à péage, si on bénéficie de l'éclairage public, si on va dans les hôpitaux publics, on va dans les écoles publiques, on est en train de faire du TEGI, mais c'est 8% de la population active qui n'a rien. Donc on se retrouve avec des difficultés et avec donc une inéquité extraordinaire qui nécessite une correction. Et nous nous sommes dit donc, sur la base de ce constat, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'élargir, de pousser tout le monde à cotiser et d'arriver à une équité fiscale beaucoup plus importante. Et pour cela, nous avons aussi continué sur la base de constat en prenant les rapports déjà faits par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Cette agence a fait une enquête pour recenser les unités économiques au Sénégal. Hors agriculture, hors pêche, on tournait à un peu plus de 400 000 unités économiques. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait 85 000. Cette agence a également recensé les propriétés au Sénégal. Et on tournait à un peu plus de 1 530 000 maisons au Sénégal, bâties. Dans le fichier des contribuables qui payent l'impôt sur les propriétés au Sénégal, on ne dépassait guère 70 000. Donc vous voyez, l'écart est extrêmement important. Il y a une partie qui paye, une autre partie ne paye pas, et on vise l'émergence, ça risque d'être difficile. Si la mobilisation des ressources est le fait seulement d'une petite minorité, si nous visons l'émergence, nous sommes obligés d'emprunter un peu plus. C'est la raison pour laquelle on voit la dette augmenter. Et beaucoup mettent le focus sur la dette en disant c'est très élevé, mais moi j'ai toujours considéré que c'est un mauvais débat. On ne doit pas le poser sur cet angle-là, on doit le poser sur l'angle. Qu'est-ce que nous faisons pour nous-mêmes? Est-ce que nous-mêmes nous cotisons pour que notre pays puisse aspirer à l'émergence? Et nous avons mis en place le programme YATAL, inspiré de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme qui découle de la vision du ministre de l'économie et des finances. Et ça a coïncidé avec la mise en œuvre des programmes budgétaires, gestion axée sur les résultats, et notre programme budgétaire, nous l'avons intitulé pédagogiquement programme YATAL pour que ça rentre. Et YATAL, ce n'est pas pris au hasard. YATAL en Wolof signifie élargissement, signifie accueil, signifie générosité, signifie ouverture également. Et c'est de cela qu'il s'agit pour attirer tout le monde. Le deuxième point le plus important, nous nous sommes dit, le potentiel qu'il faut prendre, c'est lequel? C'est les 400, un peu plus de 400 000 unités économiques qu'il faut prendre. Mais ces unités économiques qui sont des entreprises, l'ANSD en faisant l'enquête a donné 5 caractéristiques pour dire voilà les caractéristiques de l'entreprise au Sénégal. L'entreprise au Sénégal évolue dans le secteur informel, est gérée par un analphabète, évolue dans le commerce. L'entreprise au Sénégal n'a pas accès au financement et meurt au bout de 5 ans. Et c'est ça mon potentiel, c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher pour collecter un peu plus d'impôts et pour les mettre dans la base. Sachant que l'entreprise meurt au bout de 5 ans, des problématiques de chômage se posent, mais des problématiques de pérennisation du système se posent. Qu'est-ce que nous pouvons apporter, nous, administration fiscale, pour que cette entreprise vive un peu plus longtemps, qu'elle soit dans notre base et qu'elle soit un véritable cotisant, un véritable contribuable? Et nous avons regardé de l'autre côté. Le parallélisme est franc. 95% d'entreprises évoluent dans le secteur informel, mais nous sommes assez particuliers comme administration fiscale parce que nous ne gérons pas que les impôts, nous gérons à la fois les impôts et le foncier. Et le foncier, le parallélisme est frappant. Un peu plus de 80% ou de 90% de notre territoire relève du domaine national. Donc très peu de terres sont immatriculées. Donc il peut entrer dans le commerce juridique. La terre est exploitée, elle est habitée, mais il n'y a pas de titre.
S'il n'y a pas de titre, vous ne pouvez pas utiliser votre terre, qui est votre première richesse, comme élément de levier pour aller chercher des financements et développer votre entreprise. L'agriculteur ou le paysan, sa première richesse c'est sa terre, mais dès lors qu'il n'a pas de titre sur cette terre-là, il ne peut pas utiliser la terre comme un élément pour aller chercher des financements et développer son entreprise.